Je remercie tout le monde qui sont présents aujourd'hui à cette conférence dans le cadre de la Journée internationale des aînés qui était hier, mais en fait que je dirais plus moi le mois international des aînés, on en profite pour faire des activités un peu durant le mois. On a décidé cette année d'offrir une conférence à nos membres, mais aussi à tous les citoyens là, qui pouvaient être au courant de la dite activité. De cette façon-là, on a invité tous les gens, là, principalement des groupes qui font de la table de concertation des aînés de la capitale nationale, et via le réseau du Dr Simard, ben, son réseau de communication qui permet d'avoir des gens un peu partout au Québec et même hors du Québec. Donc, on est fiers de pouvoir offrir cette activité-là. Notre organisme, c'est l'Association des professionnels retraités qui ont travaillé au gouvernement du Québec. Donc, les différents ministères organisent, ça peut être jusqu'à l'Auto-Québec, le ministère du Revenu, et nous avons aussi des membres qui sont dans le réseau des cégeps, les professionnels du réseau des cégeps, de quelques cégeps au Québec. Donc, comme tel, on est un peu affilié avec le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec. Donc, on est des retraités qui ont été membres de ce syndicat-là. Actuellement, l'association compte 3300 membres et on rejoint régulièrement là, un peu plus de 5000 retraités anciennement du SPGQ. Donc, je vais laisser la parole immédiatement au docteur Simard et vous souhaiter une bonne conférence. Merci. Au revoir. Merci, M. Pelchard. Donc, merci bien sûr à la PRQ, en fait, d'avoir la générosité d'offrir la conférence à toute la population. Écoutez, c'est vraiment fantastique. Et je suis toujours grandement content, en fait, d'avoir l'occasion de vous parler de prévention en santé humaine, encore plus dans un contexte où, particulièrement, on va souligner l'importance des aînés. Donc, la conférence d'aujourd'hui, vous allez voir, c'est les 10 commandements de la longévité. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Je vais me présenter de toute façon au début de la conférence, vous allez le voir tout de suite. Donc, je vais partager mon écran pour me permettre d'utiliser en fait les diapositives. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je vais rester disponible à la fin pour prendre les questions. Donc, je vous invite tout au long de la conférence à prendre en note vos questions, soit dans la boîte à questions, ce qui est le plus facile, là, ou encore dans la boîte à discussion. Et à la fin, on va revenir en fait sur les questions pour répondre dans l'ensemble de vos questions. Je vais rester disponible pour vous. Donc, ceci dit, ce matin, les 10 commandements de la longévité offertes par la PRQ, donc bienvenue à tous, c'est dans le cadre de la Journée internationale des aînés qui avait lieu hier, le 1er octobre. Donc, un mot de présentation, en fait, à mon sujet avant tout pour commencer. Je suis bien sûr docteur en biologie et chercheur. Mon doctorat en biologie est de l'INRS Institut Armand-Frappier. C'était du génie génétique, structure-fonction des protéines. Je suis aussi président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative qui regroupe déjà plus de 250 membres, plus de 15 professions en fait au Québec. J'ai été président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le CRSNG, le Bureau du Québec pendant plus de 10 ans. Je suis un membre nommé de la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Je suis un chercheur dans le domaine du vieillissement primaire, ce qu'on appelle aussi la longévité cellulaire, et auteur de 4 livres, je vais vous les montrer tout à l'heure. Président d'entreprise Idon Technologies, bien sûr. Vous pouvez en fait visiter mon site Internet pour en savoir un peu plus à mon sujet. Je collabore aussi à plusieurs médias, autant écrits que la radio et même des projets de télévision. Donc, les 4 livres, en fait, je vous les montre, c'est les livres Vivre jeune plus longtemps. Le premier, le orange que vous voyez, c'est un best-seller. En fait, on en a vendu beaucoup. Les 3 autres sont sortis, en fait, par la suite. Le 4e est sorti durant la pandémie en 2020. Malheureusement. Et devrait normalement toujours être en tablette. C'est des livres de chevet, je dirais, en fait, là, qui contiennent énormément d'informations sur comment faire pour vieillir en santé, la longévité en santé. Donc, vous pouvez les demander, ils sont distribués par le plus gros distributeur francophone canadien. Vous pouvez les trouver aussi sur mon site Internet. Et je suis président aussi de la compagnie donc, qui commercialise les produits Vitali. Vous pouvez trouver à vitali.ca. Ce sont des produits de santé naturelle, mais de très grande qualité. Donc aujourd'hui, en fait, durant la conférence, j'ai séparé en fait le contenu en 2 volets. Au début, je vais vous définir un peu qu'est-ce que c'est que la longévité en santé. Vous allez voir pourquoi. Je vais même faire une petite parenthèse sur la question de la génétique. Tout simplement pour faire tomber des barrières qu'on a tendance à se mettre en pensant donc que c'est notre génétique qui est extrêmement importante pour la longévité humaine. Vous allez voir que ce n'est pas vraiment le cas.
Et par la suite, je vais revenir sur les 10 commandements de la longévité dans lesquels je vais donner beaucoup de conseils sur comment les mettre en application, puis comment améliorer en fait vos habitudes de vie, excusez-moi, de tous les jours de façon assez simple. Vous allez voir, il y a beaucoup de conseils qui sont relativement simples à mettre en application, donc on va les passer ensemble. Donc la longévité en santé, avant tout, de quoi on parle? Ici, c'est tiré d'un article un article scientifique qui a été publié en 2014 que j'aime beaucoup souligner parce que c'est la première fois que je voyais dans la littérature scientifique quelqu'un aborder les deux questions les plus importantes. Quand on regarde la période de temps durant laquelle on va vivre versus la période de temps qu'on va être affecté par les maladies. Donc, le triangle bleu que vous voyez là, c'est en proportionnel la durée de vie humaine. Donc, l'espérance de vie actuellement là, est environ 84-85 ans chez les femmes, à peu près 80 ans chez les hommes. La période de temps pendant laquelle on va être affecté des maladies associées au vieillissement, en Amérique du Nord, c'est environ 15 ans. Donc, le triangle bleu que vous voyez là. Techniquement, ce que l'on fait beaucoup aujourd'hui, entre autres par les médicaments, par justement des approches d'intervention, entre autres avec des chirurgies ou des interventions médicales, on va allonger la période de vie, mais malheureusement, on va normalement allonger aussi la période de maladie. Donc, ce qui serait fort intéressant, techniquement, ce serait de réussir à rallonger la période de vie en santé en raccourcissant la période de maladie. Et là, ce qui était intéressant ici dans l'article qui était souligné par Kennedy et Penny Parker en 2014, c'est qu'il nous disait que quand on regarde ce qui se passe chez l'animal, avec l'ensemble des données qu'on a actuellement en longévité chez les animaux, on sera capable de raccourcir la période de maladie en tant que telle pour profiter de la vie plus longtemps. Et là, ce qui est vraiment fort intéressant, c'est que M. Kennedy et Penny Parker disaient en fait que le tracé orange que vous voyez ici, qui n'était pas encore démontré chez l'humain, mais en fait, il l'est démontré chez l'humain. C'est que le tracé orange, il est démontré chez les populations centenaires. Regardez bien, je vais vous en donner une idée tout de suite, puis on va y revenir en fait au mode de vie et puis aux populations centenaires. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la moyenne d'espérance de vie nord-américaine qui est environ 85 ans. Donc, c'est la barre bleue que vous voyez au bas. Donc, pour une personne qui va vivre 85 ans, elle va être affectée en moyenne pendant 15 ans des maladies associées au vieillissement. Puis c'est donc, quand on parle d'être affecté par les maladies associées au vieillissement, c'est d'être affecté de façon significative pour que ça réduise notre capacité de profiter de la vie de tous les jours. Donc, à partir de 70 ans, ça en fait des gens, en fait, qui, dans la moyenne, là, vont avoir une capacité restreinte, finalement, de profiter de la vie de tous les jours. Quand on augmente l'espérance de vie, qu'on regarde, en fait, au niveau des centenaires ou des super centenaires, donc une personne qui va vivre 110 ans et plus, on appelle ça un super centenaire, elle va être affectée des maladies associées au vieillissement pendant en moyenne 6 ans. Il y en a que c'est même plus court que ça. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous en présenter un, en fait, durant les 10 commandements de la longévité, mais que je parle d'activité physique. Je vais vous présenter un monsieur qui a été affecté pendant à peu près 1 an des maladies associées au vieillissement de façon suffisamment significative pour lui empêcher de profiter de la vie de tous les jours. Donc, vous allez voir, c'est vraiment épatant. Donc, autrement dit, vivre plus longtemps, vivre comme les gens des populations centenaires, ça ne nous permet pas juste d'avoir plus d'années, ça nous permet d'en profiter beaucoup plus longtemps, en fait, parce qu'on réduit du même coup la période de temps durant laquelle on va être affecté des maladies associées au vieillissement. Donc, la longévité en santé, c'est ce qu'on vise en tant que tel. Ça va dépendre d'un ensemble de facteurs qui sont, bon, quand même complexes, qui peuvent être des facteurs positifs ou des facteurs négatifs. Ici, vous avez là, un résumé, si on veut, des facteurs qu'on appelle externes versus les facteurs internes. Donc, du côté externe comme du côté interne, vous avez des facteurs qui sont positifs, donc qui sont représentés par une flèche verte, et des facteurs qui sont négatifs, qui sont représentés par une flèche rouge. Habituellement, on les connaît, ça. C'est juste de prendre considération, prendre connaissance du fait que l'impact sur la longévité, donc la barre bleue que vous voyez, qui va être affectée, donc soit avec une longévité augmentée ou en fait une longévité plus basse, va dépendre donc du contrepoids de l'ensemble des facteurs, l'ensemble des impacts sur nos habitudes de vie. C'est ce que je vais vous présenter aussi tout à l'heure au niveau des 10 commandements, c'est comment faire pour améliorer ou tenir compte de tous les facteurs les plus importants. Si on prend un exemple, là, ici, là, si vous voyez, vous voulez un exemple, regardez bien. On va prendre l'exemple d'activité physique. Donc, si vous faites une activité physique modérée, toujours en considérant que vous faites attention au tabagisme, au surpoids, à la gestion du stress, à la mauvaise alimentation. Donc, il faut faire attention aux facteurs externes qui vous empêcheraient de profiter du bénéfice provoqué par l'activité physique, qui est apporté par l'activité physique.
vous allez avoir un impact qu'on appelle de l'hormèse. Tout à l'heure, on va en reparler de ça aussi, mais qu'on parle de la production d'antioxydants du corps en réponse à l'activité physique. C'est un phénomène d'hormèse. Donc, sans rentrer dans les détails, c'est un terme scientifique qui explique les bénéfices santé associés à une activité qui cause un défi, en fait, à l'organisme, si vous voulez. Donc, l'activité physique va augmenter la longévité par un phénomène d'hormèse, qui va être aussi dépendant donc, de certains facteurs génétiques, la résistance à l'oxydation, des mécanismes de maintenance et de réparation. Donc, ça vous donne un peu une idée du contexte, de la façon de voir la longévité en santé. Et c'est des images qui étaient tirées de mon premier livre en passant. Donc, les 10 commandements s'appuient beaucoup sur l'observation des populations centenaires qu'on a eues au cours des dernières années. On a beaucoup de données sur des populations centenaires, entre autres la population d'Okinawa, parce que déjà en 1975, puis remarquez, là, c'est mon année de naissance, déjà en 1975, les Japonais avaient remarqué que l'île d'Okinawa avait une longévité beaucoup plus élevée que la moyenne internationale, puis que la moyenne même du Japon, le Japon étant le pays dans le monde qui a la plus grande longévité, tout pays confondu. A décidé à l'époque, donc le gouvernement japonais a décidé à l'époque de documenter la façon de vivre, l'alimentation, beaucoup de facettes au niveau en fait de la population d'Okinawa, ce qui fait qu'on a beaucoup de données aujourd'hui en fait pour étudier les populations centenaires, surtout au niveau d'Okinawa, mais d'autres endroits dans le monde aussi. Sachez en fait que les endroits du monde qu'on va considérer comme étant des populations centenaires, c'est des endroits où on va retrouver un nombre de centenaires beaucoup plus élevé que la normale, où on va avoir des gens qui ont jusqu'à 5 à 10 fois plus de chances d'atteindre 100 ans que la moyenne nord-américaine. C'est énorme. Et c'est des endroits où on va avoir des incidences des maladies reliées au vieillissement, comme les maladies cardiovasculaires, l'Alzheimer, le cancer, qui vont être nettement inférieures à ailleurs dans le monde. Il y a 5 endroits qui ont été beaucoup étudiés, dû entre autres à une étude qui avait été menée par un reporter du National Geographic qui s'appelait les Blue Zones, qui a été beaucoup documenté il y a déjà une trentaine d'années à peu près, où on présentait entre autres les 5 populations que vous voyez ici, qui sont donc une île de l'Italie, la Sardaigne, une région aussi de la Grèce, l'Icaria. Complètement à l'extrême droite, ça c'est l'Okinawa, l'île d'Okinawa au Japon. À gauche, vous avez une région de la montagne du Costa Rica et une région bien importante, en fait, en Californie. Pourquoi je dis que la région de la Californie est plus importante? C'est que les 4 autres secteurs sont des régions relativement isolées. La région de la Californie nous apprend finalement que c'est possible d'appliquer le même genre de culture, le même genre d'approche dans une population tout à fait moderne. C'est juste une question de culture de la population. C'est que le groupe en Californie nous a appris finalement que sur une culture qui serait très tissée serrée, dans lesquelles les gens appliqueraient toute la même façon de vivre, on réussirait à avoir le même genre de résultats que pour les régions éloignées ou isolées. Donc, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui s'applique, en fait. On n'a pas besoin nécessairement d'être dans des régions isolées. Maintenant, ce qui a été fait au niveau de l'étude des populations, il faut vous imaginer, puis là, vous excuserez le fait qu'elle est en anglais, je ne l'ai pas traduit, c'est qu'ils ont étudié, dans le fond, l'ensemble des paramètres, des facettes, des habitudes de vie de ces différentes populations-là, pour voir qu'est-ce qu'il y avait en commun, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans chacune des populations. On a appris énormément de choses, autant au niveau de l'alimentation que de l'activité physique, que de l'engagement social, que même de leur personnalité. Donc, c'est beaucoup tiré de ces éléments-là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui au niveau des 10 commandements de la longévité. Maintenant, avant de venir aux 10 commandements, la génétique. Je voulais faire une petite parenthèse sur la génétique parce que c'est le principal frein habituellement de motivation des gens. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Ouais, mais de toute façon, c'est génétique, on peut pas rien y faire. » Ben, écoutez, c'est complètement faux. En fait, la génétique, ici, je vais juste définir quelques termes pour vous expliquer pourquoi, en tant que tel, la génétique n'a pas un impact nécessairement si important que ça. Avant tout, en fait, le lien entre la génétique et la longévité, on appelle ça la géroscience. C'est ce qui va étudier finalement l'impact de la génétique au niveau de la longévité humaine. La présence d'une mutation d'un gène en tant que tel, ça relève de la génétique. Donc, quand on étudie des gènes en particulier à l'intérieur du bagage génétique, le niveau d'expression d'un gène, on va appeler ça le transcriptomique.
Donc, à quel point, en fait, un gène est exprimé, en fait, puis qu'est-ce qui se passe entre l'expression de l'ADN, de l'ARN, codant ou non codant. Donc, c'est un peu compliqué, là, mais si vous continuez à me suivre, vous allez voir à quoi je veux en venir. On a par la suite un autre niveau de régulation qu'on appelle donc la régulation du gène en tant que tel, qu'on appelle l'épigénétique, qui, là, elle, relève de la méthylation des histones. Donc, c'est un autre niveau génétique qui va finir par nous donner le niveau d'expression des protéines, parce que la génétique s'exprime en codant pour des protéines, donc par la production protéique en tant que telle de la cellule. Et là, c'est ce qu'on va appeler la protéomique. Et ce qui est intéressant de souligner rendu là, c'est qu'on a de 1,5 à 3 des gènes qui sont activés dans notre bagage génétique. Et ils sont activés à différents niveaux selon nos habitudes de vie. Donc, ce n'est pas tout le profil génétique qui est activé tout le temps. C'est tout à fait normal, en fait. Hein, ça. Puis là, on parle de chez un adulte là, qui est stable. Parce que techniquement, durant la croissance, on a des gènes qui sont activés, qui ne seront pas activés nécessairement à l'âge adulte. Biologiquement parlant, c'est tout à fait normal. Donc ici, je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'on a juste 1,5 à 3 des gènes dans notre bagage génétique qui sont activés. Puis les gènes qui sont activés en fonction de tout ce que vous voyez au-dessus, selon nos habitudes de vie. Hein? Donc, ça dépend de nos habitudes de vie. Donc, si on regarde d'un point de vue génétique, on évalue habituellement que la génétique expliquerait de 15 à 25 de la longévité humaine. Donc, bonne nouvelle ici, là, ça veut dire que le 75 à 85 qui reste est exprimé en fonction de vos habitudes de vie. Les centenaires ont le même niveau de risque de maladie que la moyenne de la population. Et ça a été justement une conclusion fort intéressante des dernières années qui nous a amené à réfléchir sur le fait que ce qui fait que les centenaires ont moins de maladies ou plus tard dans leur vie, c'est leurs habitudes de vie, c'est la façon dont ils vont vivre en tant que tel. Et c'est ce que je vais vous présenter au niveau des 10 commandements. Il y a peu de gènes qui ont un impact significatif sur la longévité, peu importe la culture. Autrement dit, souvent, on va trouver des gènes, puis je vais vous en présenter un qui est intéressant. Souvent, on va trouver des gènes qui ont un impact sur la longévité humaine, que lorsqu'on l'étudie dans une autre culture, l'impact disparaît. C'est parce que ce gène-là confère un avantage pour la population donnée, mais qui n'est pas nécessairement vrai pour toutes les populations dans le monde, parce que ça dépend de leur façon de vivre. Donc, vous allez voir, il y en a un cas, là, le dernier, PCSK9, est un exemple de ça. Donc, quand on les regarde, les gènes en question, parce que ça ne doit pas vous dire grand-chose pour la majorité des gens, BRCA, c'est un gène qui a un gros impact dans le cancer du sein. D'autres types de cancers aussi, entre autres, parce qu'il peut affecter l'homme aussi. Ça augmente aussi de 30 les risques de cancer de la prostate. Donc, finalement, c'est un gène qui a un impact tellement important au niveau du taux de survie qui va abaisser la longévité potentielle des gens qui sont porteurs. Même chose de la POA4. C'est un gène qui va réguler le transport de certains lipides sanguins, qui va augmenter les risques de maladies cardiovasculaires et d'Alzheimer. Donc, c'est des gènes qui ont des impacts qui vont réduire l'espérance de vie. Quand on regarde en dessous, en fait, FOXO, ça c'est différent, c'est que FOXO est un gène qui améliore nos capacités de maintenance et de réparation. Donc, il existe des variantes chez l'humain où on a des gens qui, quand ils sont porteurs de la variante, là, je pense que c'est FOXO-A qui s'appelle, ils vont avoir beaucoup plus de chances de se rendre jusqu'à 100 ans. Donc, on a des centenaires qui sont porteurs de ce gène-là, mais c'est quand même rare dans la population. TLOTO, c'est un gène qui a un impact sur la résistance à l'insuline, la gestion aussi de l'IGF-1, qui est, si vous voulez, une hormone de croissance et qui est en lien aussi avec la gestion de l'insuline. Et c'est dû au fait que la croissance a un gros lien avec la vitesse de vieillissement à laquelle on va vieillir. Donc, techniquement, si on ralentit la poussée de croissance, on va ralentir la poussée du vieillissement aussi, puis on va vivre plus longtemps. Donc, ce serait long, en fait, de vous expliquer tous les détails, mais retenez, dans le fond, qu'il y a un grand lien entre l'hormone de croissance, en fait, l'insuline, la poussée de croissance en tant que telle, les hormones, et la vitesse à laquelle on vieillit. Le dernier cas qui est intéressant, le PCSK9, parce que c'est un cas, c'est une découverte qui a été faite ici au Canada, en partie à Montréal, justement, qui souligne un élément, regardez bien, je vais vous le montrer rapidement, fort intéressant. Ça a été présenté comme une mutation génétique qui protège contre les maladies. Ça a l'air beau, je vous dirais honnêtement que c'est un beau marketing, en fait, de l'Université de Montréal. Parce que quand on regarde en détail, qu'est-ce que c'est exactement? Regardez bien, suivez-moi, je vais m'expliquer. C'est une protéine qui, par une mutation, va avoir un avantage, ce qu'on appelle un chaperon dans le repliement des protéines à l'intérieur de la cellule. Donc, je vais vous montrer, mais qui va protéger contre certains dommages au foie. Et c'est là, en fait, qu'il y a un petit hic que j'aimerais bien souligner. Regardez bien. On le voit ici dans l'image qui a été fournie dans l'article scientifique. C'est que
c'est que, sans passer dans le détail, parce que ce serait compliqué de vous expliquer la raison du pourquoi, en fait, du bénéfice, c'est juste que les gens qui sont porteurs de ce gène-là, de cette mutation génétique-là, leur foie est beaucoup plus résistant à une mauvaise alimentation. Donc, c'est intéressant d'un point de vue biologique, c'est intéressant d'un point de vue culturel. Je vous dirais que le message que ça porte, par exemple, est terriblement négatif. C'est qu'aujourd'hui, la mauvaise alimentation est tellement représentée en Amérique du Nord qu'on est même capable de trouver des gens qui réussissent à y survivre parce qu'ils ont des mutations génétiques. Donc, je vous dirais que ce n'est pas nécessairement un très bon message. Mais ceci dit, ça illustre ce que je vous disais tout à l'heure, que souvent en longévité humaine, au niveau de la génétique, on va trouver des facteurs génétiques qui sont significatifs dans une population donnée, que si on amène ce facteur-là au Japon, fort probablement que ça n'aura aucun impact sur la longévité. Parce que, justement, il va y avoir peu de monde au Japon, en fait, qui sont affectés par la mauvaise alimentation, qui risque de causer des problèmes au foie. Donc, vous comprenez à quoi je veux en venir. Donc, la génétique, juste pour vous expliquer, dans le fond, qu'avant tout, ça dépend de nos habitudes de vie. Hein? Donc, c'est réellement l'élément le plus important. Il y a très peu de facteurs qui vont être significatifs sur la longévité humaine. Ça a été beaucoup étudié au cours des dernières années. Ici, c'est une image qui date de 2012, mais que je trouve encore que c'est encore l'image qui est la plus représentative ou la mieux présentée, en fait, pour expliquer ce qui a été fait d'un point de vue génétique dans le travail. C'est qu'on a beaucoup étudié les gènes associés à la longévité humaine, les gènes associés au vieillissement, les gènes qui vont s'exprimer différemment durant le vieillissement et différemment durant ce qu'on appelle la restriction calorique. Moi, tout à l'heure, je vais vous parler du jeûne. Là. Techniquement, ça revient à la même chose, en fait. C'est que, vous allez voir, je vais y revenir tout à l'heure. C'est juste que c'est important de comprendre que la poussée de l'organisme à vieillir est reliée aussi à l'apport calorique. Donc, ce qui a été découvert, c'est qu'entre autres, lorsqu'on réduit l'apport calorique à la limite de ce qu'on a besoin pour vivre, on va réduire aussi la poussée de l'organisme à vieillir, on va vivre plus longtemps. Donc ici, vous avez des gènes qui sont reliés en commun. Donc, si vous voyez le point 3, là, c'est 3 gènes qui sont en commun dans la longévité humaine, les gènes associés au vieillissement et les gènes exprimés différemment durant le vieillissement. Et ce qu'on voit là, en fait, c'est que c'est encore l'IGF-1 que je vous ai montré tout à l'heure, une protéine chaperon qui a un rôle donc dans le repliement des protéines. Donc, autrement dit, c'est des mécanismes de maintenance et de réparation, si vous voulez. Puis un modulateur de détection des brels ADN, c'est aussi des mécanismes de maintenance et de réparation. Donc, c'est des mécanismes qui sont stimulés aussi, en fait, par l'activité physique, par exemple. De l'autre côté, vous voyez, regarde, il y a 2 gènes qui étaient reliés à la restriction calorique, qui sont exprimés différemment durant la restriction calorique, qui sont reliés au GH, c'est l'hormone de croissance, et à un gène de production du cholestérol. Donc, en fait, ce qu'on a appris d'un point de vue génétique, c'est beaucoup en lien avec la poussée de l'organisme à vieillir en tant que tel et certaines facettes des habitudes de vie. Donc, juste pour vous dire, dans le fond, que la génétique explique très peu de choses au niveau de la longévité humaine. Mais ça explique beaucoup de choses, mais ce n'est pas en cause. Autrement dit, les meilleures chances que vous avez de vivre longtemps ne sont pas nécessairement votre génétique. Et ici, pour compléter la question, je peux vous dire en fait que oui, c'est vrai que si vous avez un centenaire dans votre famille, vous avez beaucoup plus de chances d'atteindre 100 ans. Mais pourquoi c'est vrai? C'est pas nécessairement vrai juste à cause de votre génétique. C'est vrai aussi parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui ont des centenaires dans leur famille, habituellement, ils vont vivre de la même façon que le centenaire en question. Ils vont avoir le même genre de mentalité, le même type de personnalité, puis ils vont appliquer les mêmes genres d'habitudes de vie que le centenaire en question. Et c'est ça qui va augmenter vos chances, justement, de vivre beaucoup plus longtemps. Donc, pour en venir justement aux 10 commandements. Donc, on a défini un peu qu'est-ce que c'est que la longévité en santé. Maintenant, parlons-en en détail. Les 10 commandements on les a développés en fait avec Dr Lambert, Jacques Lambert, qui est un médecin de famille, qui a écrit avec moi le 2e et le 3e livre. Donc, Vivre jeune 2 fois plus longtemps et Petit guide de longévité que vous avez vu tout à l'heure au début. Donc, on va les passer ensemble, puis je vais vous donner des conseils sur justement la façon de les mettre en application. Donc, le positivisme, la personnalité. 2, les relations de qualité. 3, être actif dans la vie quotidienne. 4, bien gérer le stress. 5, bien dormir. 6, bien manger. 7, le jeûne. 8, avoir des objectifs de vie. 9, se donner du temps. Et 10, tout faire. Vous allez voir à quoi je veux en venir. Donc, avant tout, le positivisme, la personnalité. En fait, j'ai défini dans mes livres 4 grandes facettes des habitudes de vie. J'ai essayé de simplifier, si vous voulez,
la façon de mettre en application des saines habitudes de vie des centenaires sous 4 grands aspects, puis un cinquième facteur que j'ai appelé un facteur facilitant. Donc, vous allez voir, on va en parler des 4 grandes facettes, l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, de l'anxiété, puis la qualité de la vie sociale. Le facteur facilitant, c'est l'attitude positive envers nous-mêmes et envers la vie. Ça dépend, entre autres, grandement de la personnalité. Je l'appelle un facteur facilitant parce que c'est un élément, les gens qui sont fondamentalement positifs vont avoir une beaucoup plus grande facilité à appliquer le reste des saines habitudes de vie. Donc, le positivisme, il faut le voir en passant ici un petit conseil justement d'application. Il faut le voir dans la vie comme étant, comme si on avait deux arbres en fait dans notre vie. Un arbre du positif et un arbre du négatif. Et celui qui va grandir le plus vite, c'est lui qu'on va arroser le plus souvent. Ça a l'air simpliste, non, mais ça se développe le positivisme en fait. Autrement dit, à la force de se le répéter, de penser, d'accorder de l'importance à avoir des pensées positives constamment, on vient qu'à développer le réflexe de l'avoir tout le temps, tout simplement, puis plus avoir besoin d'y penser. Donc, ça se développe. Maintenant, si on regarde l'impact au niveau de la personnalité, vous allez comprendre le lien. Ici, petite définition très simple. Là. La personnalité réfère à un état stable de caractéristiques cognitives, de motivation, de caractéristiques sociales, émotionnelles et comportementales. Donc, c'est un ensemble de facettes qui vont dicter la façon à laquelle on va prendre des décisions, qu'on va agir et qu'on va réagir par rapport aussi au reste de la société. Donc, au niveau de la personnalité, ce qui est fort intéressant de savoir, au niveau du positivisme et de la personnalité, c'est que les études ont montré d'un point de vue international que tous les centenaires, peu importe la culture, peu importe la population à l'étude, ils ont tous le même genre de personnalité. Donc, forcément, ça a un très grand rôle à jouer sur la longévité humaine. Et les centenaires sont, en tant que tels, consciencieux, agréables, efficaces, faciles à vivre. C'est des gens qui ont une attitude positive, donc qui vont être optimistes, ricaneurs. Puis ici, je vais vous donner un exemple qui fait habituellement rire les gens. Capacité à s'exprimer, à exprimer les émotions librement sans les refouler. Ça, c'est un élément extrêmement important parce que ça va aider aussi à la saine gestion du stress et de l'anxiété. Donc ici, une petite parenthèse, juste vous donner une idée d'à quel point, en fait, deux éléments pour vous donner une idée d'à quel point c'est important puis à quel point les centenaires sont positifs. La première chose qui avait attiré mon attention, c'est entre autres des études qui nous venaient d'Okinawa au Japon, où on mentionnait l'auto-évaluation de l'état de santé exceptionnel des centenaires. Là, je me demandais, auto-évaluation de l'état de santé exceptionnel, qu'est-ce qu'on veut dire? Je veux dire, on lui demande de s'auto-évaluer. Ouais, c'est exactement ça. Hein? On demande aux centenaires de s'auto-évaluer, puis les médecins sont restés complètement bouche bée de voir en fait qu'il y a des centenaires qui continuent à lui dire qu'ils vont très bien, puis quand ils regardent le profil de santé, ils se disent, voyons non, ça se peut pas que ce monsieur-là me réponde qu'il va bien. Eh bien oui, parce qu'ils sont profondément convaincus que ça va bien. Écoutez bien, je vais vous raconter une petite anecdote, ça va vous donner une vision intéressante de la chose. Là. Quand j'étais au primaire, puis là, mettez-vous dans l'esprit d'un enfant du primaire, là, je pense que j'étais en troisième ou en quatrième année. J'allais dîner à l'occasion chez mon arrière-grand-mère parce qu'elle habitait tout près, en fait, de l'école primaire où j'allais, c'est que j'étais capable d'y aller le midi à pied. Puis je trouvais ça passionnant parce que mon arrière-grand-mère était née en 1900. En 1900 juste. Donc vous imaginez, elle avait 18 ans, Première Guerre mondiale. Elle avait vécu les deux guerres mondiales, elle avait vécu tout l'événement de la modernité avec la venue du toaster et du micro-ondes. Pour elle, c'était magique. Donc c'était fort intéressant de discuter avec, justement, puis de voir tout ce qu'elle avait vécu dans sa vie. Mais à l'époque, je n'avais pas pris conscience du fait qu'elle, son mari était mort, elle avait 78 ans. Et là, elle était rendue à 86 ans, puis elle s'occupait encore de sa maison toute seule. Et c'est la façon qu'elle m'avait répondu, en fait, un midi, quand je lui demandais comment ça va grandement. Elle m'avait dit, avec à peu près le ton d'un général de l'armée, ça va très bien, ça a toujours bien été, je ne verrais pas pourquoi que ça changerait. Fait que là, l'enfant du primaire, dans sa tête, moi, je regardais mon arrière-grand-mère, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Et en fait, ce qu'elle venait de me répondre, c'est exactement ce qui définit la personnalité des gens centenaires. Et ce qui définit les gens fondamentalement positifs. C'est des gens qui ont qui ont un regard positif sur le passé, qui ont un regard positif sur le présent, et ils sont confiants de l'avenir. Donc, ça a toujours bien été, ça va très bien, je ne verrais pas pourquoi que ça changerait. Et ça m'a sauté aux yeux lors de l'écriture, en fait, de mon premier livre. Et j'ai justement écrit un mot pour mon arrière-grand-mère dans mon premier livre, à la fin, en fait, du chapitre sur les populations centenaires, pour souligner, en fait, cette anecdote-là. Mais ça donne une bonne idée de l'esprit
C'est que le fait d'être fondamentalement positif, ça va jusque-là. C'est le fait d'être terriblement confiant en tant que tel que la vie va bien aller. Donc, c'est extrêmement important. Et c'est un lien aussi entre la personnalité et la qualité de la vie sociale. C'est évident. Donc ici, très bonne nouvelle en passant là, pour vous tous. Là. Les chialeux vivent moins longtemps. Hein? Donc, les gens qui vivent très longtemps, c'est du monde qui sont agréables, qui sont consciencieux, qui sont agréables. Regardez bien le lien avec la qualité de la vie sociale. La personnalité, les centenaires, en fait, le fait d'être fondamentalement positif, ça les rend plus heureux, ça les rend plus agréables, ça va de soi, ça va faciliter une vie sociale de qualité, hein? Ça va réduire leur stress, leur anxiété, parce qu'ils sont confiants que ça va bien aller. Et ça va les garder plus en santé, tout simplement. Donc, c'est un élément extrêmement important en passant des 10 commandements. Maintenant, regardons qu'est-ce que c'est que la vie sociale de qualité. Parce que je vous en parle, définissons en fait un peu plus là, la vie sociale de qualité. Je vais vous donner quelques grandes lignes. Hein. Pour parler de vie sociale de qualité avant tout, il faut parler de capacité à exprimer vos émotions. Fait que dans le fond, vos amis Facebook, ça compte pas. Si vous avez beaucoup d'amis, mais vous n'avez aucun ami avec lesquels vous parlez de vos sentiments, vous n'avez pas une vie sociale de qualité. Donc, avant tout, en fait, c'est la capacité à parler de nos sentiments qui devrait être un déterminant important d'évaluation si on a une vie sociale de qualité. Donc, ici, petite réflexion qui nous est amenée par l'Université Harvard. Ça fait déjà, je pense, 4 ans que l'étude est publiée en passant. Ça a été publié par un psychiatre américain, Robert Waldinger, qui est le 4e directeur de l'étude, parce que, bon, il y a quelqu'un qui avait eu l'idée de suivre des humains sur une période de 75 ans. C'est intéressant de penser hein, qu'on amorce une étude qu'on ne verra jamais le résultat. Et donc, il y a 4 scientifiques qui se sont succédés à la direction de l'étude dans l'idée de suivre 724 personnes qui seraient questionnées à tous les 2 ans, à partir de l'âge de 2 ans, en passant. Ils seraient questionnés à tous les 2 ans de leur vie, y compris par la suite, lorsqu'ils arriveraient à l'âge adulte, leur famille, tous les résultats médicaux seraient compilés, le conjoint serait questionné. Ils ont compilé finalement, sur l'espace d'une vie humaine, qu'est-ce qu'on pourrait compiler comme information. Puis là-dessus, en fait, par un drôle de hasard, il y a même une des personnes qui est devenue un président américain à travers la durée de l'étude. Donc, qu'est-ce que l'étude a montré au niveau du bonheur, entre autres? C'est que le premier facteur de bonheur dans la vie humaine, c'est la vie sociale, la qualité de la vie sociale. Et ça nous amène à être plus heureux, plus en santé et plus longtemps. Tellement, en fait, que quand ils regardent les résultats de l'étude, quand ils reviennent sur les résultats de l'étude, qu'ils regardent dans le passé, à partir de l'âge de 50 ans, ils auraient été capables de prévoir les gens qui allaient bien vieillir, les gens qui allaient vivre le plus longtemps, qui allaient rester en santé le plus longtemps possible, c'est tous ceux qui avaient une belle qualité de la vie sociale à l'âge de 50 ans. Donc, vous donnez une idée de quel point c'est important. C'est la qualité des relations, avant tout. Comme je vous disais, là, un bon indicateur, c'est votre capacité à parler de vos sentiments. Et les bonnes relations protègent aussi notre cerveau. C'est qu'ils ne sont pas juste restés plus en santé, ils sont restés plus lucides et ont gardé leur capacité cognitive. Maintenant, la très bonne nouvelle ce matin dans tout ça, c'est que la vie sociale, c'est juste une question personnelle. C'est que vous pouvez décider à tous les jours d'améliorer la qualité de votre vie sociale. C'est extrêmement facile à faire. Et bon, il y a quelques trucs, là, ici, je peux peut-être vous donner quelques trucs intéressants, là, surtout pour les gens qui sont peut-être à la retraite aujourd'hui. Impliquez-vous dans des causes qui vous tiennent à cœur. La raison est simple, hein, c'est qu'en vous impliquant dans des causes qui vous tiennent à cœur ou encore dans des hobbies qui vous ont toujours passionné, vous allez côtoyer des gens qui ont les mêmes intérêts que vous, qui ont le même genre de valeurs, et ça va vous amener à développer des relations sociales plus profondes, en fait, qui sont beaucoup plus productives, de plus grande qualité. Donc, c'est un conseil qui peut être fort utile. Maintenant, être actif dans la vie quotidienne, je vous ai dit que je vous parlerai tout à l'heure d'un grand sportif qui a gardé des grandes capacités extrêmement longtemps, qui a été affecté très, très peu de temps par les maladies associées au vieillissement. En fait, c'est mon premier exemple ici. Et ça, c'est une image qui est tirée de mon 2e livre en passant, Vivre jeune 2 fois plus longtemps. C'est 2 cas qui sont tirés de mon 2e livre. Robert Marchand, qui, bon, malheureusement, écoutez, c'est la première fois aujourd'hui que je donne la conférence avec les chiffres de son décès, malheureusement. Monsieur Marchand est décédé en mai cette année. Ce qui fait qu'il est si exceptionnel, c'est que c'est un homme qui, tout au long de sa vie, a toujours fait 30 km ou plus de vélo tous les jours. Donc, il a battu beaucoup de records en tant que tel, parce qu'il n'y a personne qui avait atteint un âge aussi avancé en maintenant une performance au niveau du vélo si importante que ça. Donc, si vous tapez son nom sur Internet, vous allez voir même qu'à l'âge de 105 ans, il a enregistré tout un paquet de records en vélo.
Donc, M. Marchand, malheureusement, est tombé malade en dernière année et est décédé. Mais c'est juste de dire que l'an dernier, il faisait encore du vélo. Donc, c'est encore quelqu'un qui était capable de profiter de la vie, même à l'âge de 108 ans. Euh, et, euh, et, et, oui, petit commentaire qui avait passé un journaliste que je trouvais drôle. Là. Il y avait 105 ans, je pense, à l'époque. Quand on arrive à plus de 100 ans, il ne faut pas faire l'idiot, il faut savoir se calmer dans la vie, il ne faut pas essayer de dépasser ses limites. C'est quand même intéressant. Pour un monsieur de 105 ans qui faisait une trentaine de kilomètres en vélo tous les jours. Donc, ceci dit, on n'a pas toute la même considération de qu'est-ce que c'est que nos limites. Mais là, ici, quand je présente ça, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais il a fait ça toute sa vie. Oh, oui, excusez, vous avez raison. Mais regardez bien l'autre exemple à côté qui est fort intéressant. Ça, c'est une dame de l'Afrique du Sud qui était professeure de piano et qui n'a jamais couru de sa vie. Et qui a décidé, en fait, un bon matin, d'aller courir à l'âge de 78 ans parce que son fils était retourné vivre à la maison, puis elle voulait passer du temps avec lui, puis lui, il courait, faisait de la course à pied. La dame, elle raconte qu'elle était tellement mauvaise au début qu'elle n'était pas capable de courir jusqu'au coin de la rue. Elle était obligée d'arrêter de marcher 3-4 pas, de se remettre à courir, d'arrêter de marcher 3-4 pas. Mais ça l'a tellement intéressée qu'elle a continué, elle a fait des efforts, puis à l'âge de 80, en fait, elle avait 86 ans, je crois, en 2016. Oui, c'est ça, si le calcul est bon. Hein. Elle a fait 65 courses. Elle avait déjà plus de 500 médailles de gagnées. En grande majorité des demi-marathons, en fait, dans des compétitions internationales, parce qu'il n'y a jamais quelqu'un d'un âge aussi avancé qui a été aussi performant dans un demi-marathon. Elle était en train de battre tous les records pour une madame qui n'a jamais couru de sa vie. Donc, il n'est jamais trop tard. Hein? C'est une question de motivation, beaucoup. On est capable quand même d'atteindre des très bons niveaux, même à un âge très avancé. Donc, c'est la démonstration ici de Mme Dieter Larkin, qui est d'origine anglaise, britannique. Donc, être actif dans la vie quotidienne, vous n'êtes pas obligé d'en faire autant que ces deux-là en passant. Là. Avant tout, ce qui est important, c'est l'intensité, avant même la durée. Aujourd'hui, on sait là, que l'indicateur à lequel vous devriez porter attention le plus, c'est l'augmentation de la fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire. Donc, à partir du moment où vous faites quelque chose dans la vie de tous les jours, qu'il y a une augmentation de votre fréquence cardiaque, de votre fréquence respiratoire, ça a déjà un bénéfice santé important. Donc, même tondre le gazon, en fait, vous devriez voir, moi, chez nous, je cours quasiment derrière la tondeuse. Un, parce que je veux sauver du temps, puis deux, parce que c'est bon pour la santé, tout simplement. Donc, c'est la même chose aussi pour rentrer l'épicerie, pour passer l'aspirateur, les activités sexuelles, c'est exactement la même affaire. Donc, ceci dit, pourquoi est-ce que c'est si bon pour la santé? Avant tout, donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la modulation des gènes, de l'épigénétique en lien avec donc la fréquence même à laquelle des gènes seraient exprimés. La fréquence à laquelle les gènes vont être exprimés va dépendre de nos habitudes de vie, y compris même les gènes qui ont des bénéfices santé. Et ça, c'est un bon exemple. C'est que l'oxydation en tant que telle, quand on fait de l'activité physique, si on la fait juste une fois, on va produire de l'oxydation. Nos cellules, donc, vont produire des molécules oxydantes que notre corps va combattre. Donc, il va réagir en faisant une pointe, tout simplement, de production d'antioxydants pour réagir à l'activité physique. Si on fait de l'activité physique régulièrement, ce qui va se passer, c'est que notre corps va continuer à lire les gènes importants pour la réponse antioxydante, et il va générer une réponse antioxydante qui est plus élevée finalement que ce qui est causé par l'activité physique. Et là, on va se ramasser avec un surplus d'antioxydants qui va être bénéfique pour la santé, qui va même ralentir les processus du vieillissement. Donc, c'est ce qui explique en très grande partie, en fait, les bénéfices de l'activité physique. Mais on va avoir aussi une amélioration de notre métabolisme, donc une meilleure gestion du glucose, de l'insuline, des lipides sanguins, une amélioration de la circulation sanguine, qui va améliorer aussi l'approvisionnement de nos cellules en nutriments, mais la sortie des déchets aussi, ce qui pourrait expliquer en très grande partie la réduction des risques, entre autres, de démence et de maladies d'Alzheimer chez les gens qui font de l'activité physique. 50% en passant. 50% de réduction de risque de démence et de maladie d'Alzheimer chez les gens qui sont actifs physiquement. C'est énorme l'impact. Sélection et entretien de la population de mitochondries. Donc ici, c'est un petit peu plus profond d'un point de vue scientifique, c'est un petit peu plus complexe. C'est juste de comprendre un peu que nos cellules ont des usines de production d'énergie qu'on appelle les mitochondries, qui malheureusement, avec le temps, vont devenir désuètes, si vous voulez, et vont être très polluantes, à moins, en fait, qu'on leur maintienne un défi de tous les jours, de rester très performantes, dont, entre autres, par l'activité physique. Les usines vont rester plus performantes, vont être moins polluantes, et vont nous aider à nous garder plus en santé. Puis en passant, les petites usines en question, ils ont un rôle très important à jouer dans la défense contre le cancer.
Donc, qui explique ici, en fait, de multiples bénéfices santé de l'activité physique en lien avec la longévité humaine. Maintenant, le quatrième point, bien gérer le stress. Les rôles biologiques du stress avant tout pour bien comprendre de quoi on parle. Le stress, c'est naturel. Tout le monde en fait, mais c'est important de le mentionner, c'est ressenti de façon unique pour chaque personne. Donc, c'est très important d'en parler, en fait, parce que les trucs pour bien gérer le stress qui s'appliquent à une personne ne vont pas nécessairement s'appliquer à une autre personne, parce que c'est pas ressenti de la même façon, c'est pas les mêmes choses qui vont nous stresser. Ce qu'il faut comprendre qui est bien important, c'est que c'est un état d'alerte. C'est une réponse physiologique, en fait, à un danger qui va nous permettre soit de combattre ou de fuir. Donc, en fait, on va déterminer, là je l'ai mis en rouge, hein, parce que nous déterminons notre cerveau que la situation est dangereuse pour notre survie. Et là, nous pouvons aussi essayer de réduire l'importance du message. C'est sûr que si on est dans un avion qui risque de s'écraser, on va paniquer, ça va être difficile à contrôler. Sauf que le stress généré, par exemple, par le fait qu'on a perdu notre porte-monnaie, ça, on est capable de comprendre qu'on va survivre. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, là, c'est qu'on le détermine nous autres mêmes. On va mobiliser de l'énergie nécessaire à soit fuir ou soit combattre. Ça va augmenter, en fait, le rythme, la force de battement cardiaque. On va produire de l'adrénaline pour accélérer nos actions. Et ça va malheureusement causer un état d'alerte qui va causer des problèmes de sommeil. Donc, il faut comprendre que la gestion du stress en tant que tel a peut-être un gros impact sur notre capacité à bien dormir. Et ça, on va y revenir, bien sûr, c'est le cinquième point. Maintenant, quoi faire, en fait, pour bien gérer le stress? J'en ai parlé tantôt, c'est important de bien se connaître. Donc, avant tout, ce que je recommande à tous les gens qui ont des problèmes d'anxiété, de stress, c'est de lire le livre de Sonia Lupin, la directrice du Centre de recherche sur le stress de l'Université de Montréal. Par amour du stress, c'est un bijou, parce que ça nous amène à mieux comprendre qu'est-ce qui nous stresse personnellement et comment on peut, nous autres mêmes, se trouver des trucs pour déboulonner le processus. Donc, c'est fort intéressant. Donc, donc, dans les trucs, en fait, qui sont habituellement très utiles, renforcer les liens sociaux, parler de nos sentiments et être très gentil. La question d'être très gentil est encore plus importante dans des situations comme aujourd'hui, où on a un stress chronique important au niveau de la population. Donc, malheureusement, on voit complètement le contraire sur les réseaux sociaux. Là, il y a beaucoup d'agressivité actuellement. La façon de répondre à ça, c'est d'être vraiment extrêmement gentil. Ça aide à réduire le stress, autant le nôtre que celui des autres. L'activité physique, parce qu'on va brûler l'énergie qui a été mobilisée. Donc, dans mon cas, moi, c'est ce que je préfère, en fait. Hein. L'activité physique intense m'aide beaucoup à réduire mon stress en tant que tel, en brûlant l'énergie qui a été mobilisée. Puis en passant l'énergie mobilisée, si vous ne la brûlez pas, vous allez la stocker. C'est une des raisons pour lesquelles, entre autres, que le stress fait prendre du poids. Et pour ceux et celles qui êtes particulièrement intéressés par la question, je vais le présenter à la fin, là, mais mardi, cette semaine, je vais donner une conférence qui est ouverte à tous aussi sur les problèmes d'insomnie et le stress chronique en lien aussi avec le poids corporel. Donc, si la question vous intéresse, là, je vous invite à vous inscrire. Vous avez, dans le lien de l'événement d'aujourd'hui, vous avez aussi les liens des prochains événements. Là, il y en a un, donc mardi, sur la gestion du stress. La méditation, la relaxation, il y a des gens qui aiment ça. Dans mon cas, c'est pas ce que je préfère. Les oméga 3 et certains produits de santé naturelle de qualité peuvent beaucoup vous aider. Attention à la caféine, ça va de soi, le café, les boissons énergisantes. Réduisez les sucres raffinés, on en parlera, on le dira jamais assez. Augmentez votre consommation d'antioxydants, les fruits, les légumes. Apprenez à vous connaître, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, et améliorez votre sommeil. Donc, le sommeil, l'hygiène de sommeil est le point 5, justement, des 10 commandements. Et vous allez voir ici, je vais vous donner des trucs basés sur les raisons pour lesquelles le cerveau a besoin de dormir. Donc, ce qui est une autre approche pour vous aider peut-être à comprendre. Avant tout, ici, je veux juste souligner à quel point c'est important le sommeil, parce qu'il y a des gens, des fois, qui prennent ça un peu à la légère. Une étude publiée en 2018, 1517 adultes de 60 ans et plus qui ont été suivis sur une période de plus de 10 ans. Le taux d'incidence de démence et de décès, toutes causes confondues, là, hein, est plus élevé chez les participants. Il y a une durée de sommeil quotidienne de moins de 5 heures versus 5 à 7 heures. Donc, où on devrait mettre la limite, où on devrait mettre un petit drapeau disant, là, ici, on dort pas assez, c'était en bas de 5 heures. En bas de 5 heures, c'est clair qu'on dort pas assez. On peut même considérer avant 80 ans qu'en bas de 6 heures, on dort pas assez. OK? Et ceux qui dorment, là, pourquoi c'est marqué 5 à 7 heures? C'est qu'effectivement, on a noté aussi que ceux qui vont dormir 9 heures et plus, là, parce que ça existe dans la population, sauf que ça aussi, c'est problématique. C'est un autre type de problème. Un mauvais sommeil modifie le métabolisme. Ça va augmenter, donc, la prise de poids,
Ça va augmenter la perte de masse musculaire, ça va débalancer la gestion du glucose, ce qui va augmenter les risques de développer, entre autres, un diabète de type 2. Et un dernier point qui est fort, qui est très, très frappant, en fait, là, ça a été présenté en juillet 2018 à un congrès de la Société européenne de cardiologie. Les hommes de 50 ans qui dorment 5 heures et moins par nuit ont 2 fois plus de risques d'être victimes d'un accident cardiaque au cours des 20 prochaines années. C'est un risque aussi élevé qu'être fumeur ou être diabétique. Donc, c'est énorme l'impact du sommeil, en fait, en santé humaine. Maintenant, outre le fait de vous dire que c'est un bien important, qu'est-ce qu'on fait? Le sommeil, ici, une chose que j'aime bien faire moi, en biologie, c'est d'expliquer les choses parce que les gens qui comprennent mieux sont habituellement plus motivés à appliquer des changements dans leur vie de tous les jours. Donc, le sommeil, c'est nécessaire pour rétablir les réserves en neurotransmetteurs, si vous les avez épuisés. Je vais y revenir, vous allez voir. C'est nécessaire pour imprégner la mémoire lors de l'apprentissage. On a besoin de dormir pour apprendre quelque chose. C'est nécessaire pour réparer, refaire les réserves d'énergie, et c'est nécessaire, le cerveau, en fait, va savoir quand est-ce que c'est le temps de dormir si vous établissez une routine. C'est bien important. Ça fait partie, en fait, des facettes les plus importantes dans l'hygiène du sommeil. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que tel? Rétablir les réserves en neurotransmetteurs, c'est qu'il faut faire des activités qui sont exigeantes pour le cerveau. Pour que le cerveau ait besoin de dormir, il faut qu'il ait épuisé ses réserves en neurotransmetteurs, ou du moins, il faut qu'il les ait beaucoup utilisées. Les activités exigeantes pour le cerveau, c'est des activités qui vont nécessiter beaucoup de coordination entre différents systèmes. Comme toutes les activités physiques nécessitent beaucoup de coordination, par exemple, pour pédaler, garder l'équilibre, puis gérer le champ de vision pendant qu'on fait du vélo. C'est la même chose aussi pour les activités sociales comme la danse, qui vont demander beaucoup de coordination dans différents systèmes. La gestion des émotions est très exigeante pour le cerveau. C'est la raison pour laquelle, quand on vit des moments très riches en émotions, le soir, on est très fatigué. C'est parce qu'on a épuisé les réserves en neurotransmetteurs. Et l'apprentissage, en fait, qui est le deuxième point, est aussi très exigeante pour le cerveau. Donc, il faut garder à l'idée, dans le fond, que dans notre vie de tous les jours, pour bien dormir, il faut avoir des activités exigeantes pour le cerveau. Au niveau de l'apprentissage, écoutez, c'est assez simple. Lisez des affaires que vous voulez apprendre. Fait que, autrement dit, si vous aimez lire pour vous relaxer le soir pour dormir, c'est une très bonne idée. Ce qui est encore une meilleure idée, c'est de lire des choses que vous voulez apprendre. Je vais vous donner un exemple simple. Si vous espérez voyager, là c'est sûr qu'on est dans une drôle de période pour parler de ça, mais éventuellement, vous aimeriez aller en Italie. Si vous lisez des livres sur l'Italie avant de voyager, vous allez volontairement vouloir retenir les informations parce que vous espérez y aller, puis vous êtes convaincu que vous avez besoin des informations, donc vous voulez les apprendre. Donc, de lire des choses que vous voulez apprendre ou encore de lire des livres qui pourraient vous aider sur, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de la vie sociale de qualité, de vous impliquer dans des causes qui vous tiennent à cœur. Si vous lisez des livres sur les causes en question, vous allez vouloir retenir l'information, vous allez vouloir l'apprendre, ça va vous aider à mieux dormir. Donc, c'est un élément intéressant. Les réserves d'énergie, si vous êtes actif, ça dépend tout simplement de l'activité physique journalière. Donc, c'est à garder à l'esprit. Et la question, en fait, de la routine, c'est qu'au moins 1 heure avant de dormir, il faut toujours respecter la même routine, il faut toujours se lever à la même heure. C'est un conseil important parce que notre cerveau là-dessus va amorcer un paquet de processus en lien avec le sommeil. Fait qu'il faut conserver la routine, les fins de semaine, durant les vacances, toute l'année, en fait, il faut essayer de conserver le même type de routine, tout simplement. Maintenant, bien manger. Au niveau de l'alimentation, écoutez, ici, bonne nouvelle, là, le guide alimentaire canadien est pile en ligne avec les recommandations sur la longévité. Et là, mais un élément ici que je vais vous mentionner qui est important de comprendre, c'est ce que vous voyez là au niveau de l'assiette. Il faut essayer de le respecter, mais pas nécessairement tous les jours. Il faut le respecter dans tout ce qu'on mange, disons, sur une période d'une semaine ou d'un mois. Okay? Là, je vais m'expliquer. C'est que tout ce qu'on mange dans une journée, dans une semaine, dans un mois, la moitié devrait être des fruits et légumes. En majorité des légumes, hein, mais un peu de fruits, entre autres en dessert, en accompagnement. Et l'autre moitié devrait être composée, donc, pour un quart de toute l'alimentation de protéines, en favorisant les protéines végétales, les œufs, le poisson, très peu de viande rouge. L'autre moitié, des produits de grains entiers. Et là, tous les produits de grains qui ne sont pas entiers, bannissez ça de votre alimentation, tout simplement, c'est pas bon pour la santé.
Donc, des produits de grains entiers pour le quart du reste de l'alimentation. Pourquoi je vous disais de le considérer sur une période d'une journée, une semaine ou un mois, là, c'est que c'est sûr que s'il y a des repas où vous mangez un riz, en fait, sauvage aux crevettes, vous allez avoir de la misère à avoir la moitié de votre assiette qui est des légumes. Vous pouvez toujours le faire en accompagnement, mais bon, il y a des repas, vous comprenez que ça va être un peu plus difficile. Bien, vous pouvez compenser le repas en question, en fait, en mangeant une salade le repas d'après. Et là, en mettant des œufs dans votre salade ou en mettant, en fait, des légumineuses. Donc, il faut considérer son alimentation sur l'ensemble de tout ce qu'on mange, soit dans une journée, dans une semaine, puis essayer de garder les proportions qui sont là. La question de la sobriété est bien importante parce que l'alcool, oui, il y a un bénéfice, mais la différence entre le bénéfice puis le causer des problèmes de santé ou augmenter les risques de cancer est mince. Autrement dit, on parle habituellement de 2 verres chez l'homme, ça peut peut-être être 3, ça peut peut-être être 4. Écoute, les données sont vraiment pas claires, là. Mais tenez-vous, essayez de respecter à peu près 2 verres chez l'homme, 1 verre chez la femme. À la minute qu'on augmente un peu la consommation d'alcool, on va augmenter les risques de 8 types de cancers différents, dont les cancers du foie, le cancer de l'intestin, malheureusement. Donc, réduire bien sûr les produits transformés, augmenter la consommation de légumes, les grains entiers, peu de viande. Ici, je veux juste vous donner, parce que je vous ai dit que les recommandations nous viennent beaucoup, en fait, de ce qu'on a appris des populations centenaires. Regardez bien ce que je vais vous montrer. La différence ici, on a la différence entre la population d'Okinawa en 1949 et la population du Japon en 1950. Donc, je vous rappelle, le Japon, le pays dans le monde qui a la plus grande longévité, et Okinawa est une région du Japon, c'est une île, qui a une longévité encore plus élevée que le Japon en tant que tel. Donc, c'est très significatif. Et là, pourquoi on compare avant 1950? C'est que malheureusement, actuellement, le Japon est en train de s'américaniser. Hein. Ils ont adopté la pizza, les mauvaises habitudes de vie. Donc, les habitudes de vie sont en train de changer. Donc, on est mieux de regarder justement, quand tout le monde mangeait bien, qu'est-ce qu'ils faisaient au juste. Et ce qui frappe au niveau de l'alimentation, c'est avant tout le paramètre ici, là, c'est que pour la quantité totale de calories qui est ingérée, puis ici, si vous voulez un parallèle, là, en moyenne, en Amérique du Nord, on va manger 2200 calories par jour. Autrement dit, en moyenne, on mange trop. En partant de la moyenne, tout simplement, là. On mange trop de calories. Mais l'autre élément intéressant, c'est que si vous regardez sur le poids total de ce qui est consommé, ils mangent plus à Okinawa pour moins de calories. Ça, c'est parce qu'ils mangent plus de légumes, tout simplement. Puis ils mangent des légumes qui sont moins riches en calories en tant que tels, qui vont être plus riches en éléments nutritifs. Donc, ils mangent moins, mais plus riches en éléments nutritifs. Et si vous regardez en bas, vous allez voir l'impact que ça a au niveau de la prévention en santé humaine. C'est que là, vous allez dans les données en bas, les données d'Okinawa, du Japon et des États-Unis. Vous voyez, entre autres, les maladies cardiovasculaires chez les hommes et les femmes. Vous voyez les données américaines, les données du Japon, puis les données d'Okinawa, qui sont terriblement plus basses. Vous voyez la même chose au niveau du cancer du côlon, le cancer de la prostate, le cancer du sein et les lymphomes. Donc, c'est extrêmement significatif. Et ça vient, oui, ça vient pas juste de l'alimentation, mais l'alimentation a un très grand rôle à jouer. Ça vient pas juste de l'alimentation. Tous les autres facteurs que je vous présente aujourd'hui sont importants. 7. Jeûner. En fait, quand on parle de jeûner, ici, un élément qui est important de savoir, c'est que je ne parle pas de jeûner pendant une semaine et de ne pas manger en tant que tel. C'est que ce qu'on s'est rendu compte au cours des dernières années, chez l'humain, on a des mécanismes inductibles qui sont inductibles sur une période de temps relativement courte, même d'une journée. On sait aujourd'hui, en fait, là, que de limiter la période de temps sur laquelle on s'alimente a déjà un bénéfice santé. Donc, on parle d'un jeûne intermittent. Entre autres, de manger sur une période de 8 heures dans la journée et d'avoir, donc, si on mange une période de 8 heures, on a 24 heures, donc on a 16 heures pendant lesquelles on ne s'alimente pas. Plus la période dans laquelle on ne s'alimente pas est longue, plus ça va être bénéfique. Et ça, c'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Mais sachez en fait une chose, c'est que les impacts du jeûne sont tellement importants en santé humaine qu'il s'est passé quelque chose de fort intéressant en 2019. C'est en décembre 2019. L'article que vous voyez à côté, là, ça a été publié dans le New England Journal of Medicine. Le New England Journal of Medicine, c'est le journal en fait scientifique, le périodique, j'allais dire, oui, scientifique, je cherchais le terme, le plus important sur les guidelines, ouais, c'est du bon français mon affaire, sur les recommandations en fait pour l'application en médecine en santé humaine. Donc, ils ont demandé une revue à des grands spécialistes américains qui travaillent en fait dans un centre de recherche sur le vieillissement
qui sont deux personnes, en fait, qui travaillent sur les mécanismes de la longévité cellulaire. Mon domaine de recherche à moi, c'est pour ça que je connais bien la chose. Et, et ils ont demandé, en fait, de faire une revue de littérature pour justement informer les médecins de ce qui pourrait être utilisé, ce qui pourrait être pertinent en pratique de la médecine. Donc, c'est réellement un changement de paradigme très, très important, une considération au niveau du jeûne qui est extrêmement important. Maintenant, pourquoi le jeûne en tant que tel est si important en santé humaine? De où ça vient? Vous savez, moi, je suis un docteur en biologie, j'aime bien faire un petit point d'évolution à l'occasion quand ça s'applique. Euh, c'est probablement très simple, hein, c'est que durant l'évolution humaine, manger, c'est une question de survie. On n'était pas dans l'abondance. C'est très clair, ça, qu'on n'était pas, que l'humain n'était pas dans l'abondance comme on l'a aujourd'hui. Manger 3 repas par jour avec 2 collations, là, oubliez ça, ça ne devait jamais arriver. C'était impossible, en fait. Je suis convaincu, en fait, que la majorité des humains, on n'a pas évolué dans une situation comme celle-là. En fait, le jeûne était fréquent. À l'époque, on ne parlait pas de jeûne, on parlait de tout simplement d'une façon de s'alimenter. C'est que pratiquement à tous les matins, la première activité de la journée, ça devait être de chercher à avoir suffisamment d'alimentation pour survivre. Et ça devait être très, très variable en fonction de l'année, dû entre autres aux insectes, aux intempéries, aux saisons. Donc, le jeûne ou le manque d'alimentation va activer les mécanismes qui permettent de puiser l'énergie dans nos réserves. Ça a l'air drôle à dire, là, mais aujourd'hui, c'est pas normal que la majorité des gens de la population n'aient jamais à aller puiser dans leurs réserves. Ici, jamais, jamais, jamais. Donc, toutes les gènes reliés à ça sont jamais stimulés, sont jamais élus, en fait. Et c'est là qu'on peut peut-être avoir un bénéfice, justement, à appliquer, entre autres, le jeûne intermittent. C'est de stimuler des mécanismes. Et le deuxième groupe est encore plus important, c'est que quand on tombe en jeûne, que l'organisme détecte le risque de manquer de calories ou de manquer d'alimentation, il va automatiquement détourner toute une partie de ses capacités vers des mécanismes de maintenance et de réparation cellulaire qui amènent beaucoup de bénéfices santé. Et c'est là que le jeûne rentre en jeu, entre autres avec l'autophagie, qui va améliorer le fonctionnement cellulaire de façon générale. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention, c'est jamais à mettre en application sans une bonne alimentation. Et généralement aussi, le jeûne va être une approche progressive qui va demander plusieurs mois à s'adapter. Mais on finit par être capable de le faire très simplement, puis réduire la période de temps, entre autres journalière, durant laquelle on va s'alimenter. Je donne une conférence qui porte particulièrement sur l'alimentation en lien avec la longévité, qui s'appelle la diète de longévité, qui est basée sur le livre d'un chercheur américain. Donc, si à un moment donné, vous avez l'occasion, c'est une conférence que je donne aussi. Je pense qu'elle est disponible sur mon site Internet en passant. Ceci dit, le lien avec la longévité est aussi important parce qu'on sait que c'est l'apport calorique, j'en ai parlé un petit peu aujourd'hui, qui va moduler la vitesse à laquelle on va vieillir. Donc, quand on est jeune, ça c'est connu, là, un enfant qui va être à la limite de sa capacité, de son apport nutritionnel, va arrêter de grandir. Bien, techniquement, c'est vrai aussi, lorsqu'on est plus vieux, on va ralentir le vieillissement. Donc, c'est ce qui va faire en sorte aussi que les gens qui jeûneraient ou qui auraient des apports caloriques à la limite de la survie, un peu comme les données que vous avez vues d'Okinawa tout à l'heure, quand on parle de 1700, 1800 calories par jour, là, on est en fait on est à la limite, en fait, là, de la restriction calorique, là. Fait que ce qui veut dire que probablement qu'il y a des journées que ces gens-là, ils mangent un peu plus, il y a des journées qu'ils ne mangent pas assez, en fait, là, ce qu'on pourrait considérer comme étant un jeûne ou encore une réduction calorique. Ça va limiter la vitesse de vieillissement. Maintenant, le point 8, une pensée que j'adore, en fait, que je voulais vous souligner pour le fait d'avoir des objectifs de vie qui nous vient du Dalai Lama. L'être humain perd sa santé à gagner de l'argent et par la suite, il perd son argent à se refaire une santé. Il pense au futur au point d'oublier le présent, de sorte qu'il ne vit ni dans le présent ni dans le futur. Finalement, il vit comme s'il n'allait jamais mourir, puis il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. Ça fait beaucoup réfléchir sur les raisons qu'on se donne dans notre vie. C'est important d'avoir des objectifs de vie et ça fait partie aussi de la culture de toutes les populations centenaires. Et ici, je veux juste vous souligner un élément intéressant par rapport à la culture japonaise, qui, eux, ont une notion de rechercher l'équilibre qui est fort intéressante, que j'adore. Vous allez voir, en fait, là. Ils appellent ça, en fait, l'ikigai. Les Japonais, dans leur culture, peut-être moins aujourd'hui, mais initialement, de façon ancestrale, avaient comme considération que leur raison d'être allait leur être dévoilée, leur raison d'être sur la Terre allait leur être dévoilée durant leur vie. Et quand on le regarde précisément, ça n'a rien de farfelu. C'est que leur raison d'être est attachée, en fait, à leur passion, leur mission, leur vocation et leur profession. C'est la recherche d'un équilibre dans ce que l'on veut vivre dans notre vie à nous.
Et c'est là que ça fait appel à la notion d'avoir des objectifs de vie. Donc, c'est le lien entre ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé et ce pourquoi vous êtes doué en tant que tel. Donc, c'est une très bonne idée d'essayer dans sa vie, en fait, de respecter nos valeurs et de rechercher l'équilibre. Vous comprenez? Un message très important. Un autre élément, en fait, qui fait beaucoup réfléchir, c'est la pensée de David Bowie qui dit que vieillir est un processus extraordinaire durant lequel on devient la personne que l'on aurait toujours dû être. En fait, M. Bowie ici faisait exactement référence à ce que les Japonais appellent l'ikigai. C'est le fait d'être en équilibre avec nos valeurs, avec ce qu'on veut devenir en tant que tel. Maintenant, le point 9, se donner du temps. La santé, ce n'est pas un objectif, elle ne sera jamais atteinte. En fait, tout le monde devrait se dire mentalement que l'objectif d'être en santé, ça va être une façon de voyager plus longtemps, tout simplement, et qu'on ne va jamais l'atteindre en tant que tel, et qu'on devrait partir avec la mentalité qu'on va toujours s'améliorer. Parce qu'à partir du moment où on se dit que toute notre vie, on va améliorer notre santé, qu'on prend un engagement à le faire, ça change notre vision en tant que tel. Donc, ce n'est pas juste quelque chose qu'on se donne pour 3, 4, 6 mois. C'est un processus qu'on amorce dans lequel on va penser mode de vie. Ici, le truc que je veux vous donner, c'est de se donner des priorités, des objectifs réalisables, un objectif à la fois. Donc, je vous ai mentionné les 4 grandes facettes les plus importantes. C'est facile pour la majorité des gens d'identifier la facette sur laquelle ils sont capables de faire les gains le plus rapidement possible. Si vous n'avez pas de vie sociale, c'est là qu'il faut commencer. Si vous n'avez pas une vie sociale de qualité, mettez de l'emphase là-dessus, essayez de le développer. Quand vous l'aurez amélioré, là, revenez à mon image, considérez les autres, puis dites-vous, ah ben, sais-tu, maintenant, je devrais passer à l'activité physique. Puis cette réflexion-là, continuez-la. Arrêtez-la jamais, tout simplement. Un objectif à la fois. Et là, ça nous amène, dans le fond, au dernier commandement. Mon dernier point, c'est de tout faire. C'est que ce qui fait la grande longévité des centenaires, c'est pas une des 4 facettes, c'est le fait qu'ils sont excellents dans tous ces points-là. Et la façon d'y arriver, c'est justement de se dire qu'on va le faire constamment toute notre vie. Et je peux me donner un exemple, là, vous savez, c'est pas parce que j'enseigne tout ça que je suis naturellement parfait dans tout ça. Non, non, regarde, j'ai mes défis à moi, j'ai beaucoup parlé même de mes problèmes de stress, d'anxiété. Si ça vous intéresse, là, entre autres sur le blog de Vitali, vous pouvez trouver des textes dans lesquels je parle justement de mes problèmes de stress, d'anxiété, de qu'est-ce que je fais moi-même pour m'aider à les gérer. Je parle aussi de mon alimentation, je parle de différentes facettes. J'ai écrit 5 articles sur le jeûne, justement. Et dans un prochain, je vais parler justement un peu plus de comment moi, en fait, j'ai mis ça en application. Donc, c'est un processus continu. Il faut chercher à s'améliorer, en fait, toute notre vie sur l'ensemble des facettes. Il faut tout faire. Ceci étant dit, en conclusion, avant de prendre vos questions, parce que je vous l'ai dit, je vais rester disponible pour répondre à vos questions. Vivre centenaire, ça permet de vivre en santé, oui, mais beaucoup plus longtemps en santé. Donc, c'est pas juste le fait de vivre vieux et malade plus longtemps. Actuellement, ce qu'on fait avec la médecine moderne et la panoplie de médicaments, c'est qu'on va vivre vieux et malade plus longtemps si on ne fait que ça. Si on améliore nos habitudes de vie, là, on est capable de vivre en santé plus longtemps. La génétique a peu d'impact en tant que tel sur l'espérance de vie. C'est les habitudes de vie qui sont à considérer, toutes les habitudes de vie. La qualité de la vie sociale étant probablement la plus importante. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, c'est quoi la facette la plus importante? C'est celle-là, c'est sûr. Parce qu'on sait aussi que les gens qui ont une meilleure qualité de la vie sociale, automatiquement, gèrent mieux le stress, sont plus consciencieux, ont tendance à faire plus attention à leur alimentation, ils vont être plus actifs dans la vie de tous les jours parce que la vie sociale va amener ça aussi. Donc, c'est un ensemble très important. Considérez la santé comme une façon de voyager, je vous l'ai mentionné, et remettez constamment en question vos habitudes de vie d'un processus d'amélioration continue. C'est la façon dont on devrait justement considérer le fait de venir être capable de tout faire. Maintenant, avant de prendre vos questions, tout simplement, vous soulignez les 2 prochaines conférences. Il y en a une mardi prochain, je vous l'ai mentionné, là, le stress et l'insomnie, les problèmes avec la prise de poids. Donc, c'est mardi de 19h à 20h. C'est ouvert à tous, en passant. Donc, vous pouvez vous inscrire soit sur mon site Internet, soit dans le lien que vous avez eu via les rappels. Là. Et de l'autre côté, le 14 octobre, cet automne, je vais vous présenter des collaborateurs du blog de Vitali. La raison, c'est que je me suis donné comme objectif de livrer beaucoup d'informations sur les saines habitudes de vie, comme on le fait aujourd'hui. Et initialement, il y a 7 personnes qui avaient décidé de me suivre dans l'aventure puis d'écrire sur le blog de Vitali pour amener plus d'informations. Maintenant, on est plus de 25, dont 5 pharmaciens, 2 médecins, des naturopathes, des psychologues. Et j'ai décidé d'en présenter, en fait, parce que ça vous permet en même temps
de vous familiariser avec la pratique de d'autres types de professionnels, puis de leur poser directement des questions. Ils sont disponibles pour vous, tout simplement, pour répondre à vos questions. Donc, le prochain que je présente, c'est le président de l'Association des naturopathes agréés du Québec. C'est M. Dino Alicaz. Donc, ça va être le 14 octobre, tout simplement, aussi de 19h à 20h. Donc, c'est ouvert à tous. Donc, rapidement, je laisse afficher tout simplement les références pour permettre aux gens à l'enregistrement aussi de pouvoir regarder les références qu'ils pourraient vouloir considérer ou regarder, lire. En fait, si jamais il y a des facettes qui vous intéressent particulièrement, là, comme entre autres la question de l'alimentation des centenaires, les études sur les centenaires, M. Wilcox, la dernière des références, a publié beaucoup d'articles. C'est vraiment très intéressant. Vous pouvez toujours m'écrire, en fait, puis je pourrais vous envoyer de l'information. Donc, pour en savoir plus, oui, bien sûr, mon site Internet, j'ai oublié de le mentionner. Les livres, il y a certaines conférences sur mon site Internet. Il y a un onglet sur les recherches scientifiques qu'on mène avec l'Université Concordia et les chroniques à la radio. Hein, j'ai une chronique à la radio aussi à toutes les semaines.